Bon, j'espère que le son sera bon. De toute façon, le son n'est pas bon. La voix parle très mal. L'articulation est mauvaise. La qualité de l'image est pourrie. Mais c'est pas grave. Les idées, elles sont extrêmement importantes pour le destin de l'humanité qui est actuellement arrivé à un stade où il s'opère une mutation phénoménale de l'humanité, ce qui correspond finalement à la fin d'un empire et au début d'un autre, au glissement du centre de gravité euh, de ce qui va être le moteur de l'humanité sur le plan économique et social, vers là où toute l'attention va se concentrer. Ça, ça se déplace sur le plan géographique, mais principalement sur le plan général, on va dire, à l'échelle de l'histoire. C'est toujours la même humanité dans son ensemble, et c'est elle qui subit une mutation dans son ensemble. Donc le fait que d'un côté il y en a qui perdent et que de l'autre il y en a qui gagnent, c'est vraiment secondaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de l'histoire, comment les choses changent. On va essayer de voir rapidement la dernière série d'articles de cette thématique, ouais, c'est bien. Notamment, alors là, c'était très intéressant, le rôle funeste de l'OTAN, le petit-fils de De Gaulle sur l'existence d'un agenda américain en Ukraine, mais ça, l'Ukraine, on s'en moque totalement maintenant, hein, parce que c'est totalement subsidiaire comme question. Ce qui est intéressant, c'est le rôle funeste de l'OTAN, premièrement. Euh, C'est-à-dire que là-dessus, il faut dire que quand les gens passent leur vie à mentir, le jour où ils cherchent à dire la vérité, ils se rendent compte que c'est pas si facile. Dire la vérité, c'est un exercice quotidien qui nécessite un entraînement et une formation en fait. Et plus on va en avant, et plus on entend des mots crus comme ça qui apparaissent, parce qu'au fur et à mesure qu'on cherche à décrire le plus correctement possible la réalité et la vérité, eh bien, on ne cesse de se rendre compte, grâce à des formulations de plus en plus, qui ont de plus en plus d'impact, on cesse de se rendre compte de ce que sont les choses. Et c'est ça, hein, en fait, hein, la science. On ne cesse jamais de se rendre compte de ce que sont les choses. Et c'est ainsi qu'apparaissent des termes qui auraient pu exister depuis longtemps d'ailleurs, hein. Le rôle funeste de l'OTAN, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais là, ça fait mal. Surtout que c'est alors le petit-fils de De Gaulle. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'articles, il faut aller vite, et tu vas voir que ça va être super intense. Mais en gros, quand même, il nous a fait très plaisir déjà de savoir qu'il existait un petit-fils de Gaulle qui reprenait son esprit, son idée, son discours et qu'il l'appliquait à l'époque moderne comme si c'était une résurrection de Gaulle. C'est génial. Franchement, on a depuis le début énormément de retours, de réminiscences de l'histoire qui viennent se conjuguer avec le présent. Et notamment, j'avais l'impression que les morts se lèvent de leur tombe. C'est ce que je disais aussi. Et quand je vois le petit-fils de Gaulle arriver et faire une déclaration ici devant les Russes au nom de la France et au détriment des politiciens, je l'approuve à 300% et je suis d'accord pour dire qu'il parle au nom de la France historique. Quand il dit textuellement, c'était à l'ambassade de Russie en France donc, les Occidentaux ont laissé faire Zelensky, ces oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enfermer dans une spirale de guerre. Je regrette que le gouvernement français se commette dans une soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. L'OTAN absorbe l'Europe. Et c'est pas tout, parce qu'il y a vraiment pas mal de... Tout son discours est dans cette tonalité à propos de la souveraineté de la France, et notamment il fait de nombreuses citations de De Gaulle qui résonnent parfaitement avec l'époque contemporaine, et c'est stupéfiant. Que veulent les Américains si ce n'est de provoquer une nouvelle confrontation Est-Ouest dans le seul but et d'affaiblir et de diviser l'Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur système.
a-t-il demandé. Les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante. Et il disait ça en rapport avec l'affaire AUKUS. Mais c'est en termes généraux, le fait qu'on ne nous considère plus comme une nation indépendante est dû simplement au fait qu'on est totalement soumis à eux. Et donc si on se soumet, on se, on se compromet et on perd toute légitimité et toute respectabilité. C'est important. Suivante. C'est intéressant d'aller voir Mohamed Al-Bashir, un auteur qu'on suit depuis très longtemps aussi. Dans un cynisme glacial, naissance d'un nouveau monde. Tiens donc, on parle de ça nous aussi. C'est intéressant parce que pour la question palestinienne, le fond de la question est bel et bien celui de l'autodétermination. Et cette question est lancinante depuis des décennies. Et aujourd'hui que ce thème est devenu principal et central dans l'actualité du présent, ben du coup la Palestine euh, trouve là une chance de s'en sortir face à un colonialisme littéralement qui date de l'ancien siècle en fait, hein, et dont eux ils subissent les conséquences aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on voit un auteur spécialisé sur la Palestine élargir son champ de vision pour s'intéresser aux questions internationales. On a ça avec Ramzi Barou, Jonathan Cook, et même Gideon Levy, et d'autres encore. Ils font tous ça maintenant. Donc ici, ils nous parlent de l'Ukraine, de l'Eurasie, etc. Et de l'Europe qui se compromet. Ils citent Ursula qui dit notre réflexion stratégique est la suivante, nous voulons construire le monde de demain en tant que démocratie avec des partenaires partageant les mêmes idées. Et ça, tu vois, c'est typique de ce qu'on trouve dans les entreprises quand on veut se faire embaucher. Il faut d'abord partager les mêmes idées, sinon la compétence ne compte pas. Et c'est vraiment une ombre de dictature. Confrontation de deux visions du monde. On a les États-Unis et l'Union européenne d'un côté, l'Alliance sino-russe de l'autre, c'est-à-dire l'impérialisme occidental, dont on voit les œuvres en Afrique et en Amérique du Sud. Et pour le deuxième, il s'agit très fermement de défendre l'autorité des Nations Unies et la justice dans les relations internationales, de résister aux tentatives de nier, déformer ou falsifier l'histoire. Il note bien ici que pour les États-Unis, la question est de défendre et réformer l'ordre international fondé sur les règles, et que pour autant, de même en face, les présidents russes et chinois insistent sur la défense de l'autorité de l'ONU en tant que secrétaire d'État américain qui penche, etc. Mais il a compris la même chose que nous, hein. C'est-à-dire que pour les premiers c'est factice, pour les seconds ça doit être réaffirmé en tant que chose fonctionnelle. Ils parlent tous bien donc de la même chose au final, hein, quand même, hein. Ceci est une information intéressante dans le cadre de la stratégie de réconciliation des peuples en guerre. En général, on utilise ces systèmes. Quand on veut réconcilier des peuples en guerre, on prend les points communs et on voit comment ils les traitent. Droit d'ingérence, complicité des États vassaux, etc. Quant au droit à l'autodétermination du peuple palestinien, la communauté internationale ne peut l'imposer puisque la puissance occupante est au-dessus de la loi. Ce qui, dit-il, n'empêche pas les Américains de cibler plutôt la Russie comme étant une menace à ces fameuses règles qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes. Renaissance du mouvement des non-alignés, qui avait été créé dans les années 60, qui a persisté en pointillé, on peut dire. Et aujourd'hui, il est question de reconstruire une force politique et diplomatique à l'échelle mondiale pour en faire entendre la voix des peuples du tiers-monde. Et ça a commencé par l'accord Iran-Venezuela et puis le refus de AMLO du Mexique de participer au sommet des Amériques. Voilà. En gros, il explique là où on en est.
ce qu'on sait déjà, mais c'est intéressant de voir que le thème est très discuté. Enfin, en tout cas, on n'est pas seul à en parler. Ici, ça commence à être sérieux. Alors là, on parle des choses sérieuses. Le nouveau G8, la rencontre des trois anneaux de la Chine, Pepe Escobar, évidemment. Alors c'est lui le boss absolu hein, dans l'actu maintenant. Ici, il nous a fait un truc phénoménal, une explication d'ordre systémique, et on va voir à son grand étonnement à lui-même que peu de temps après cet article, les données qu'il contient ont été reprises par Vladimir Poutine lors du forum de Saint-Pétersbourg qu'on va voir aussi juste après. L'avènement du nouveau G8 laisse présager l'avènement inévitable des BRICS Plus dont il avait déjà lui parlé en premier. L'un des principaux thèmes qui sera abordé lors du prochain sommet des BRICS en Chine. Il y avait déjà un G8 avant qui existait, il n'a pas existé longtemps, du style de G7, mais là donc on parle de nouveau G8, ce que Vyacheslav Volodine, président de la Douma, a décrit comme étant, en fait on peut dire, ce qui permet d'établir un dialogue d'égal à égal avec l'Occident. Ce G8 non sanctionnant la Russie, a-t-il ajouté, a une avance de 24% sur l'ancien, qui en fait était le G7, en termes de PIB et de parité de pouvoir d'achat. Alors que pendant ce temps-là, les économies du G7, elles, sont sur le bord de l'effondrement. Donc en fait, il contient le BRICS+, donc c'est-à-dire Brésil, Chine, Inde, avec la Russie, puis l'Indonésie, l'Iran, la Turquie, le Mexique, qui ont tous en commun de ne pas avoir adhéré aux sanctions économiques contre la Russie. Le G8 se caractérise par le fait qu'il n'impose rien à personne, mais essaie de trouver des solutions communes. Et ça, c'est la philosophie. La nouvelle philosophie. Il explique, Pepe Escobar, que l'intersection du G8 et des BRICS+, conduira Pékin à dynamiser ce qui a été conceptualisé comme la stratégie des trois anneaux. Et donc cette stratégie, elle consiste à contredire la stratégie occidentale qui est principalement, je l'appelle, héliocentrique, ou qui se considère comme le centre du monde. En fait, héliocentrique, c'est le soleil placé au centre de l'univers, mais c'est pour dire que c'est une ancienne conception qui est prouvée fausse par la science, mais qui a fait son temps. Et dans la conception occidentale, héliocentrique, tous les pays du monde sont, comme il l'explique très bien ensuite, des zones de seconde classe, ou en tout cas des endroits dont ils peuvent disposer autant qu'ils veulent pour leurs besoins. En fait, l'idée principale, c'est que dans un pays en général, quand on a des centres-villes et des centres urbains qui sont très denses en population, c'est là qu'on a la plus grande innovation, évolution et le plus grand dynamisme. Et plus on s'éloigne du côté des campagnes, et plus on perd en cette forme de modernité. Donc les villes ont tendance à, en fonction de leur densité de population, à accélérer la culture. Et de façon historique de toute manière, et de façon anthropologique même. Les modes se créent en ville, et ces modes, ces façons de parler, ces langages, ces mots, ces coutumes finissent par se répandre avec le temps de plus en plus loin, là où la densité de population est de plus en plus faible. Donc, de toute façon, c'est une façon de fonctionner qui est purement sociologique, on va dire, mais même pas anthropologique, parce que ça dépend pas de la culture, c'est carrément simplement humain, quoi. Ce qu'il y a, c'est que cette façon de penser et de réfléchir, c'est propagée et répercutée dans le système de relations internationales. Et donc l'Occident, lui, il procède de cette très vieille culture. Et le résultat en a été évidemment le colonialisme, l'impérialisme, et aujourd'hui, autant qu'on peut essayer de se défaire de ces termes, ils existent toujours, et surtout leurs fonctionnalités sont toujours actives, enfin en tout cas leurs effets, en particulier le fait de considérer les autres comme des moins, des gens qui sont moins.
Plus c'est loin, moins c'est bien. La Chine, elle, a préféré, enfin en tout cas développer ce qu'elle appelle la stratégie des trois anneaux. Donc on s'imagine que ça a quelque chose de plus pertinent pour les relations internationales. Évidemment, la question principale étant de l'égalité des peuples et l'égalité des pays entre eux, sachant qu'il n'y a pas un centre possible sur une sphère, et donc on est passé à ce qui arrive après l'héliocentrisme, c'est un non-centrisme en fait, et donc c'est ça l'ordre multipolaire. Il n'y a pas de centre sur une sphère. De la même manière qu'on se rend compte que les ressources ne sont pas illimitées, on ne vit pas sur une terre plate. Mine de rien, le fait de croire qu'on vit sur une terre plate illimitée, c'est toujours actif dans le système économique tel qu'il existe. Il est fondé là-dessus. Et le fait qu'on ait à se rendre compte que ce n'est pas possible de continuer comme ça, revient à se rendre compte que la Terre n'est pas plate. Et dans les systèmes des relations internationales, c'est la même question. Se rendre compte qu'on n'a pas un centre de l'univers, mais que sur une sphère il n'y a pas de centre, c'est la même évolution copernicienne qui doit se produire dans les relations internationales. C'est ça qui est en train de se produire. D'où le concept des trois anneaux, décrit ici par Chang Huayan, c'est écrit là, c'est lui là. Le premier anneau, c'est les pays voisins de la Chine. Le deuxième anneau sont les pays en développement, alors notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et le troisième anneau, c'est les pays industrialisés traditionnels tels que l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, en passant, Chang note que de 80 à 2021, le volume économique des pays en développement, donc c'était le deuxième anneau, est passé de 21 à 42% de la production mondiale. Donc c'est pas rien quand même. Donc le but étant de mettre en place, il le dit ici, une coopération financière et monétaire plus large avec de nouveaux instruments entre les pays en développement. C'est que là, il parle vraiment de notre sujet principal. Les nouveaux instruments, c'est le nouveau système économique et monétaire. Il le dit, Pepe Escobar, il s'agit d'une référence voilée aux discussions actuelles au sein de l'Union économique eurasienne, l'UEE, avec la participation de la Chine en vue de concevoir un système financier et monétaire alternatif, non seulement pour l'Eurasie, mais pour tous les pays du Sud et même du monde et tous ceux qui veulent, en contournant les éventuelles tentatives américaines d'imposer une sorte de Bretton Woods 3, on les voit venir. D'ailleurs, en passant, Chang utilise une métaphore maoïste pour parler de la voie révolutionnaire qui consiste à encercler les villes à partir des campagnes. C'est très intéressant par rapport à ce que je disais avant. Je pense que ça a surtout une connotation dans le but d'atteindre le subconscient. Ce sont des flèches qui sont destinées à stimuler quelque chose dans le subconscient parce que c'est là qu'il y a un problème et c'est là qu'il y a des croyances en termes sociologiques de le centre-ville et le centre du monde et la périphérie est moins intéressante. En disant juste cette phrase toute bête, encercler les villes à partir des campagnes, on réveille quelque chose, on stimule quelque chose dans le paradigme et même dans quelque chose qui est très profondément enfoui dans le subconscient. Donc c'est quelque chose de très pertinent. On sent bien qu'il y a un grand changement qui se trame et il est très profond. Donc Chang qualifie la création d'un système international à trois anneaux d'essentiel pour briser le siège américain. Alors évidemment, pour se défendre, il va falloir retenir ça, c'est que les Américains vont mettre en place le cadre économique Indo-Pacifique, le IPEF, qui évidemment, comme beaucoup d'autres sigles américains, n'auront pas une longue durée de vie. Donc en fait, voilà, ils reprennent l'idée, sauf que eux, c'est s'en prendre à la Chine sous trois angles différents. Ils ont vraiment d'un cynisme. C'est pas ça qui dit Pepe Escobar empêchera la Chine de dormir. Pour l'instant, le principal problème pour eux, c'est Singapour et Taïwan qui sont, alors, ils appellent ça pour l'instant une impasse. Et c'est vrai que c'est une épine dans le pied. On avait déjà vu un autre auteur qui expliquait que une fois réglés les problèmes de l'Ukraine et de Taïwan, la route serait totalement libre pour la brie. Elle, là, la brie.
On verra ça avec le prochain article de Pepe Escobar qui est déjà arrivé, parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite à cette époque, tout va super vite. On verra que ces questions-là de cheminement des marchandises est vraiment le centre des interrogations et des questions stratégiques. Donc en gros, il s'agit de développer des couloirs indispensables aux nouvelles routes de la soie qui sont sans cesse disputées. Donc il y a la ligne D du gazoduc Chine-Asie centrale, et le chemin de fer Chine-Kyrgyzstan, Ouzbékistan. Donc ça se passe dans ces régions, hein, avec le Turkménistan, du Turkménistan au Xinjiang, via l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et ça, c'est le terme principal de leur discussion. Ça a l'air de rien comme ça, mais il le dit ici, compte tenu de l'incandescence du scénario géopolitique actuel en Ukraine, il s'agit ici d'une bombe en soi. Car ce chemin de fer qui va Chine, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, qui fait 523 km de long, permettra aux fret en provenance de Chine de transiter par l'Iran ou par les ports de la Caspienne en contournant la Russie qui est sanctionnée, parce que sans rancune, hein, tant que vous êtes sanctionné, on passe à côté, c'est pas grave. C'est pour ça que ces lignes d'approvisionnement sont très disputées et complexes à mettre en œuvre. Mais c'est pas ça qui empêche les choses de se faire. En tout cas, le Kyrgyzstan, ils sont contents, eux. Et ce faisant, la Chine consolide son premier cercle en Asie centrale. Et donc, je disais, cette question des trois, comment il appelle, les trois anneaux, va être au centre de la discussion au Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui correspond tout à fait au Forum économique mondial du WEF. C'est son concurrent en fait, hein. Et lui, il existe depuis 14 ans au moins, ce forum. Et Poutine a l'occasion de s'en expliquer en détail. Et ici, au moins, on parle de choses sérieuses et concrètes. Là où le WEF, lui, tel que le disait Poutine, n'a même pas invité les autres partenaires et n'engage même pas de discussion contradictoire entre eux. Bref, ils sont ridicules, c'est un club de retraités. Et comme je disais au début, le fait de s'accrocher, de chercher à dire la vérité de plus en plus intensément, est un exercice de tous les jours qui permet de décrocher à chaque fois de nouvelles formulations de plus en plus incisives. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître celle-là. Les dirigeants occidentaux s'accrochent aux ombres du passé. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de réfléchir à la question et de trouver de nouvelles formulations qui vont de plus en plus être entendues. Cette réflexion est venue au fur et à mesure de la discussion. Comme c'est pareil avec Lavrov qui donne de très nombreuses interviews, mais toute l'année, tout autour du monde, et au fur et à mesure, à force de parler, il finit par sortir de plus en plus d'expressions de ce type qui sont impactantes et très parlantes. Et c'est comme ça qu'ils se forgent leur discours et leurs argumentations qui les idées ne cessent de fuser en fait. Ils sont ils sont super prolifiques au niveau de la guerre des idées. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'y penser, d'y réfléchir et d'avancer. Là où en Occident, tout est complètement terreux, enfin sombre, dans les toiles d'araignée du grenier en fait. Les réflexions sont toutes faites, les mots-clés sont donnés d'avance, les éléments de langage sont prédits enfin conseillés par des cabinets de conseil en fait. Et les idées dont ils font usage sont complètement issues de ce qu'ils ont appris dans leurs écoles il y a 40, 70 ans. Il n'y a aucune évolution. C'est vraiment stupéfiant de voir la différence dans la dynamique intellectuelle. Et donc ici, on voit souvent apparaître des nouveaux termes. Alors il y a plein de termes dans ce discours qui est... Ici, c'est un petit résumé, donc c'est intéressant, parce que le discours fait 46 minutes, dont une bonne moitié qui concerne l'intérieur de la Russie, donc ça ne nous intéresse pas trop. Où notamment, il parle vraiment des avancées qui sont faites. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est résumé dans cet article, le premier article qui est paru sur ce sujet. Il y en a eu 14, vous avez vu. 14 articles sur ce sujet.
Vladimir Poutine a souligné l'émergence d'un nouveau monde dans lequel les Occidentaux n'occuperaient plus une place centrale. Il s'agit d'un processus d'objectifs, enfin, de processus objectif, de changement vraiment révolutionnaire, tectonique dans la géopolitique, l'économie mondiale, la technologie et tout le système des relations internationales où croit le pôle, où croit le rôle des pays et des régions dynamiques et prometteuses, j'aurais mis, dont ne peuvent pas être ignorées. Bon, quand on lit aussi mal que moi, c'est un peu barbant, mais, mais l'idée c'est que tant qu'on ignore les intérêts de tous ces pays dits secondaires, on ne peut que se planter. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle ici de. euh, alors, déjà, moi, quand j'utilisais le terme tectonique, c'était avant même que lui il l'utilise. Moi aussi, je considère ça comme une euh, tectonique des plaques, dans la mesure où l'ancien système s'enfonce sous le nouveau, l'ancien système plonge en enfer, il descend vers le manteau, et le nouveau système qui arrive par-dessus, lui, il est poussé vers le haut, vers les montagnes, par l'ancien système. Et c'est ça, une tectonique des plaques. Et c'est comme ça que je le conçois aussi, c'est exactement ce qu'il y a de plus parlant comme idée pour décrire la situation. Et il n'y aura pas d'alternative, il n'y a pas de retour en arrière, non. Et deuxièmement, dans cette petite phrase, il parle de l'économie, la technologie et tout le système des relations internationales. Ça, précisément, c'est ce que Glaziev décrit comme la conjonction de trois mutations simultanées qui ne se produit qu'une fois par siècle et qui, en se cumulant, donne le plus souvent lieu à une guerre mondiale, mais aussi à un changement radical dans le devenir de l'humanité, ou en termes généraux, une strate évolutive à part entière. Donc ces trois mots mis côte à côte sont pas anodins, ils sont d'une super grande puissance. On parle d'une mutation économique, mutation technologique, mutation des relations internationales. Simultanément, c'est la triple vague en fait. Quand on a une triple vague, les marins connaissent cette triple vague sous le nom de vague scélérate. Il y a trois longueurs d'onde qui se cumulent et qui viennent de trois endroits différents. Et quand ça arrive en bateau, il arrive une vague scélérate. Et la vague scélérate, alors qu'on a une mer qui est relativement plate, tout d'un coup, sans aucune raison et sans prévenir, il peut surgir une vague de 30 mètres de haut, suivie d'un trou de 30 mètres derrière, ce qui fait que le bateau tombe de 60 mètres de haut et il se refait propulser dans l'autre sens. En général, le bateau est complètement détruit à ce moment-là, il ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Ça s'appelle une vague scélérate, c'est ce qui se passe quand trois longueurs d'onde s'accumulent l'une à l'autre. C'est donc vraiment un phénomène d'une extrême violence qui se produit, hein. Et c'est ça la mutation en cours dont on parle. Et malgré ces mutations, évidemment, les élites occidentales ne voient rien venir, s'accrochent aux ombres du passé, dans la mesure où ils se bercent d'illusions, ne veulent pas remarquer que des choses évidentes comme celle-là se produisent, et s'accrochent voilà, obstinément aux ombres du passé. De l'époque où ils étaient dominants et stables, et où il leur suffisait de claquer des doigts pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Et quand ça marche plus, ils se demandent pourquoi. Mais là, c'est déjà trop tard. Et Poutine explique que, à leurs yeux, ils sont dans la berlue, selon l'idée trompeuse, que la domination de l'Occident dans la politique et l'économie mondiale est une constante éternelle. Et cette vision des choses, considère-t-il, pousse certains dirigeants occidentaux à des comportements impérialistes sur la scène internationale. Pour eux, tout le reste est la périphérie, leur arrière-cour. Ils les traitent toujours comme des colonies, alors que les peuples qui y vivent sont considérés comme des gens de deuxième classe, car ils s'estiment comme exceptionnels. Ce qui explique leur désir irrésistible de punir, d'écraser économiquement ceux qui ne leur correspondent pas et qui ne veulent pas obéir aveuglément. On n'utilise jamais des mots aussi durs, parce que les vérités ne sont jamais aussi saillantes. Mais là, il est question vraiment de faire rentrer ça dans la conscience collective et que tout le monde le voit, et parce que c'est la vérité.
Les dirigeants russes accusent régulièrement les Occidentaux de faire de l'ingérence dans les affaires des pays souverains, notamment au nom des droits de l'homme, via des interventions militaires, qu'on ne cite même plus, tellement on a l'habitude de les voir, ou des sanctions économiques, qui sont ridicules. Et en même temps, ils accusent la Russie d'avoir violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Alors que eux, par contre, ils le font toute l'année. Et que dans ce cas précis, c'était légitime. Dans son discours, qui dure 41 minutes de lecture, donc le président Poutine déclarait: l'ordre mondial précédent ne reviendra pas. Il y a pas mal de choses qu'on avait notées sur cette longue lecture. On a noté ici, notamment ici, hop. La faille se trouve dans le concept lui-même, car le concept dit qu'il y a une puissance, bien que forte, avec un cercle limité d'alliés proches, ou, comme on dit, de pays à qui l'on accorde un accès, et toutes les pratiques commerciales et les relations internationales, quand cela convient, sont interprétées uniquement dans l'intérêt de cette puissance. Ils travaillent essentiellement dans une seule direction, dans un jeu à somme nulle, un monde construit sur une doctrine de ce type est définitivement instable. La question de ce type c'est quoi? C'est celui du privilège. C'est ça le mot central de tout ce paragraphe. Et le fait de fonctionner en termes de privilège est vraiment très central dans la mentalité occidentale. On a même ça dans les publicités. Si vous voulez acheter une voiture, vous avez le privilège d'avoir une petite réduction que les autres n'ont pas. Si vous voulez être convaincu de faire un achat quelconque, il vous faut soit un privilège, soit une carte de membre, etc. Et les pays se comportent de cette manière entre eux. Ils ont le privilège de pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau de la loi, mais les autres n'ont pas ce privilège, il n'y a pas l'équité. Voilà, la mentalité du privilège, en fait, est une mentalité qui est anti-justice, tout simplement. Ce que j'ai noté ici, comme ça. Ça, il l'avait déjà dit, il considère que tout est un marigot, leur arrière-cour. Il les traite encore comme des colonies. Et les gens qui y vivent comme des personnes de seconde zone. Parce qu'ils se sentent exceptionnels, ça. C'est de là qu'est venue l'idée. On en a parlé avant. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça héliocentrisme. Sur l'inconséquence, telle est la nature de l'actuel cycle de russophobie en Occident. Parce que c'est ça qu'eux, ils ressentent très fortement. Les sanctions insensées contre la Russie, elles sont folles, je dirais même irréfléchies. Elles sont sans précédent par leur nombre et par le rythme auquel l'Occident les pond. Ils s'attendaient à écraser violemment l'économie russe. Là, ce sont les trucs que j'ai notés, qui sont hors de ceux que tout le monde a notés, qui sont les phrases saillantes et percutantes qui sont dites sur les critiques de l'Occident. Mais ici, j'ai vraiment noté les choses qui sont techniques. Après, lui-même, il parle énormément de la dimension économique, avec le fait que pour l'instant, ils sont en train de faire fortune, avec dans les 3 premiers mois de l'année un excédent de 1,5 trillion de roubles de budget. Et dans la catégorie la transparence des comptes, il explique bien combien il gagne et où ça va. Tout cet argent est mesuré et son utilité, enfin ce à quoi il va le servir, est très clairement annoncé. Il n'y a pas de compte caché ou quoi que ce soit. Hein. Le fait de donner son budget et ses recettes en public à tout le monde est déjà un énorme pas en avant par rapport à ce qui se passe en Europe. Et de toute façon, le fait que toutes les 2 semaines ou tous les mois en moyenne, Poutine fasse un discours magistral à propos d'un sujet ou d'un autre est aussi une preuve de très grande démocratie, parce que nous, on a eu droit qu'à un seul discours en France, celui de Macron, au moment de son élection, un discours qui voulait rien dire, qui durait 3 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Il s'est trompé en prononçant le mot France, il a failli dire un autre pays à la place. Vive la France, oui, voilà, c'était ça. Et c'est le seul discours qu'on a eu. Alors que là, on a vraiment des hommes d'État d'une énorme éloquence et intelligence, des élites intellectuelles hein, en tant que telles, qui sont super bien informés, très bien entourés, documentés, et qui informent et documentent les gens qui les écoutent.
Donc ils font un travail sérieux et qui explique en quoi leur travail est sérieux. C'est ce que Dugin appelle un système de relations internationales de type réaliste. Là, intéressant, il avait parlé à propos de réalisme. Poutine a dit, j'en avais parlé à Davos, donc il y a 1 an et demi, la dernière fois qu'il a été invité, ensuite il a été banni. Et c'était intéressant parce qu'il avait dit, mon vieil ami Klaus Schwab, et c'était intéressant de se dire, mais alors, vieil ami, c'est bizarre quand même. Mais les gens du Sacker américain avaient répondu, oui, mais il aime bien garder ses ennemis près de soi. Garde tes ennemis près de soi et tu sauras mieux ce qui te prépare. Donc c'est vrai qu'il a connu Klaus Schwab dès le début, au moment de la création du forum. Et de toute façon, à l'époque, la question était pour la Russie de s'allier et de travailler avec l'Occident et donc de suivre ses règles, etc. Mais bon, peu à peu, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait anguille sous roche et que la plupart de leurs richesses, en fait, étaient littéralement euh, aspirées et sans rien avoir en retour. Donc à un moment donné, il a fallu prendre les choses en main, quoi. Et donc quand la dernière fois que Poutine était à Davos, il leur a dit textuellement une conséquence directe des actions et des événements des politiciens européens cette année sera la poursuite de l'accroissement des inégalités dans ces pays, ce qui, à son tour, divisera encore plus leur société. Il les avait prévenus que ça allait mal finir pour eux. Je peux leur remettre ça dans le contexte. En fait, les dépenses croissantes des entreprises européennes et la perte du marché russe auront pour des effets négatifs pour le rouble, en termes de compétitivité, du moins pour les économies occidentales surtout, et une baisse du rythme de croissance des économies européennes dans les années à venir. C'est largement prévisible. Et ça va pas arranger les choses. Donc après, il parle de, en fait, tout ça c'est relié pas seulement au système économique, mais en termes général à tout ce qui est connecté à ça, c'est le bien-être et la valeur, disons les systèmes de valeurs, ce qui décrit comme l'orientation des valeurs et des différents groupes dans les sociétés. Et dans cette optique, dans ce contexte, franchement, les procédures et élections démocratiques en Europe et les forces qui arrivent au pouvoir ressemblent à une façade. Car les partis politiques presque identiques vont et viennent, alors qu'au fond, les choses restent les mêmes. Les véritables intérêts des personnes et des entreprises nationales sont de plus en plus relégués à la périphérie. Intéressant, non? Comme d'habitude, on a une meilleure compréhension de nous-mêmes quand on est observé de l'extérieur. Une telle déconnexion des réalités et des demandes de la société conduira inévitablement à une montée du populisme et des mouvements extrémistes radicaux. Et c'est là qu'il va dire un truc vachement important. À la dégradation et au changement des élites à court terme. Vous pouvez le constater, les partis traditionnels perdent tout le temps. De nouvelles entités font surface, mais elles ont peu de chances de survie si elles ne sont pas très différentes de ce qui existe déjà. Ça, c'est son analyse. En général, si elles sont vraiment très différentes, elles se font écraser autant que les autres, encore plus que les autres. Vraiment, c'est l'uniformisation de la pensée qui est au centre du fonctionnement de l'Occident. Ce qui est important, à noter, c'est que l'Union européenne a perdu sa souveraineté politique et ces élites bureaucratiques dansent au rythme de quelqu'un d'autre, faisant tout ce qu'on leur dit d'en haut et nuisent à leur propre population, économie et entreprise. Ça, c'était dans la catégorie tentative de sauver les apparences. Un peu raté. Ah oui, j'aime bien cette partie aussi. Bon, là, à ce moment-là, il est en train d'expliquer que la Russie est accusée de tous les maux, l'inflation, la crise alimentaire, c'est la cause de la Russie, etc. Euh, c'est vraiment quelque chose dont il se défend spécifiquement. Il l'avait déjà fait précédemment dans un article que nous avons vu en détail aussi. Et lui, il répond et il explique et il affirme une deuxième fois, aux yeux de tous cette fois-ci, que l'accélération de l'inflation, les pénuries de nourriture et de carburant,
L'essence, les problèmes dans le secteur de l'énergie sont le résultat d'erreurs systémiques que l'administration américaine actuelle et la bureaucratie européenne ont commises dans leur politique économique. C'est là que se trouvent les raisons, et uniquement là. Ceci était dit parce que, à ce moment-là, attends, on va revenir là alors. Poutinienne. C'est le moment où il dit ces derniers temps, j'entends de plus en plus parler de la soi-disant. Alors veuillez m'excuser, je voudrais pas vraiment, je devrais même pas en parler ici, en fait, mais je peux pas m'en empêcher, hein. Nous entendons souvent parler de la soi-disant inflation poutinienne en Occident. Et quand je vois ça, je me demande à qui ils s'attendent à faire croire à ces sornettes. À qui? À des gens qui savent ni lire ni écrire, peut-être. Ou en tout cas, toute personne suffisamment instruite, ou du moins qui sait lire, comprendrait ce qui se passe réellement. Donc ça, il a fait plusieurs fois cette remarque pour dire que toute personne vaguement intelligente peut comprendre à quel point les médias sont complètement à côté de la plaque. Et la question, c'est à qui ils essaient de faire croire ça? Et ça, c'est une très bonne question. Euh, à qui ils essaient de faire croire ces sornettes? C'est vraiment excellent parce que la question, c'est pourquoi est-ce que les médias disent ça? Alors que c'est plus que faux. C'est stupide. Et en fait, bah, d'après moi, on est dans un cas de figure où alors, comme je dis souvent, les médias, c'est la voix du système, donc on entend ce que pense le système. Et surtout, le système veut expliquer son action et donc se justifier. De la même manière qu'un criminel va se justifier et va te sortir une explication qui est complètement absurde, à laquelle on va répondre évidemment, mais enfin, mais monsieur, mais ça va pas. De toute façon, vous avez commis un crime. Donc il n'y a pas à se justifier hein, quand on commet un crime. Mais c'est ce qui se passe. Quand une justification est absurde, il est très probable que l'action qui veut être couverte est un crime. C'est même pas une stratégie, hein, c'est juste la nature en marche. Il y a aussi un autre point qui a été très avancé, c'est le monopole de la création monétaire. Ça aussi, ce sont les analystes au fur et à mesure d'analyser, de creuser la vérité, d'essayer de l'expliquer de mieux en mieux. On a réussi à dire quelque chose qui était vrai depuis 60 ans, mais que personne n'avait dit avant textuellement de manière aussi claire et nette. Le but des États-Unis, c'est d'avoir le monopole de la création monétaire pour pouvoir tout acheter gratuitement. Aussi simplement et horrible que ce soit, c'est ça qui a fondé toute la philosophie de quasiment toute la vie de la plupart des gens qui sont vivants actuellement, quoi. Euh, L'américanisme, les feuilletons américains, le fait de rêver d'aller à New York et tout ça, tout ce qui a été fabriqué de l'Amérique c'est la richesse, l'Amérique donne sa chance à tout le monde, etc. Tout ça, c'est basé sur le monopole de la création monétaire. Et tout ce qui a fait la puissance des États-Unis, ça a été uniquement le fait qu'ils pouvaient tout acheter gratuitement, comme des voleurs. Alors au début, Poutine l'explique, il n'y avait pas de problème parce qu'ils étaient exportateurs de blé principalement, donc c'était quand même une nation forte. Mais maintenant qu'ils sont devenus importateurs de toutes les denrées dont ils ont besoin, à quoi ça rime ce qu'ils font? Hormis à voler tout le monde. Donc ils ont imprimé plus d'argent et puis quoi? Où est allé tout cet argent? Il a été évidemment utilisé pour payer des biens et des services en dehors des pays occidentaux. L'Union européenne augmente ses importations encore plus rapidement que les États-Unis. Évidemment, une augmentation aussi forte de la demande n'est pas couverte et qui n'est pas couverte par l'offre des marchandises a déclenché une vague de pénurie et d'inflation mondiale. Et sous ce nuage d'inflation, de nombreuses nations en développement se posent la bonne question.
Pourquoi échanger des biens contre des dollars et des euros qui perdent de la valeur sous nos yeux? Et tant qu'à faire, autant se prendre une petite remarque sur ce point. Quant à l'Europe, sa politique énergétique ratée, misant aveuglément sur les énergies renouvelables et les approvisionnements ponctuels en gaz naturel, qui a provoqué une hausse des prix de l'énergie. Là encore, ça s'est passé bien avant le Donbass évidemment, mais ce que je note principalement, c'est la politique énergétique ratée, misant aveuglement sur les énergies renouvelables. Vraiment quoi. Si on dit ça en face à un politicien ou à un responsable politique, on se fait foutre dehors. Hein. Il appelle la sécurité. Donc voilà, une fois encore, le monde traverse une ère de changements radicaux. Les institutions internationales s'effondrent et vacillent. Les garanties de sécurité sont dévaluées. L'Occident s'est fait un devoir de refuser d'honorer ses engagements antérieurs. Il a été tout simplement impossible de conclure de nouveaux accords avec eux. Et la structure même des sanctions occidentales reposait sur la fausse prémisse selon laquelle, sur le plan économique, la Russie n'est pas souveraine et est extrêmement vulnérable. Ils sont tellement laissés emporter par la diffusion du mythe de l'arriération de la Russie et de sa faible position dans l'économie et le commerce mondiaux qu'ils ont apparemment commencé à y croire eux-mêmes. Vraiment, c'est une excellente description des choses, aussi étonnante et étonnamment absurde qu'elle puisse être. C'est ça qui s'est passé. Et principalement, ce genre d'erreur qu'on peut faire est parfaitement humaine et même elle est d'ordre scientifique. Là, il parle vraiment de la fausse prémisse et moi, je suis sur cette longueur d'onde depuis un certain temps en tout cas, selon lequel, dans toutes les réflexions, il existe des prémices sur lesquelles toute la construction psychologique se base. Ces prémices sont invisibles et sont considérées comme vraies d'office. Et donc si ceci est vrai d'office, alors on peut construire tout ce qui va ensuite dessus. Mais le jour où la prémisse, c'est-à-dire ce qu'on croit être vrai, c'est-à-dire le jour où notre ontologie doit être réformée, parce qu'on a fait une nouvelle découverte et on a obtenu une nouvelle compréhension plus vaste et plus globale et plus précise, avec plus de discernement, le jour où on a obtenu plus de discernement, toute la construction faite sur les prémices s'effondre. C'est ce qui se passe tout le temps, c'est ça la science. Et donc c'est pas extrêmement étonnant de voir une chose aussi étonnante, puisque c'est ça la science. Et c'est ça l'évolution. On peut même pas leur en vouloir hein, textuellement. Hein. On peut juste dire que c'est juste l'évolution de l'histoire, de l'humanité, qui est en train de se produire, tout simplement. Car du coup, alors les deux derniers articles parus, c'était celui-là, de lui, Glaziev, un article de 30 minutes de lecture, et Pepe Escobar, sur Saint-Pétersbourg prépare le terrain pour les guerres des couloirs économiques. Vite fait pour celui-là, c'est pour confirmer qu'il était étonné de voir qu'il venait juste de parler du nouveau G8 et il venait juste de parler de la stratégie des 3 anneaux au moment où Poutine a fait de même et c'était la confirmation de sa très bonne compréhension du sujet en fait. La question pour les Chinois actuellement, c'est de construire une stratégie à long terme en quelques semaines, parce que le temps presse et il faut que ce soit fait quasiment une fois pour toutes, ou en tout cas pour les 100 prochaines années. Ils s'étonnent même qu'ils n'y aient pas pensé avant, mais bon, c'est ça qu'on appelle un tournant de l'histoire. Tout va très vite et tout est très important. Et principalement, le sujet, c'est les corridors et les trajets de transport de marchandises dans le cadre de ces 3 anneaux et de la route de la soie. Il y a sans cesse de nouveaux trajets qui sont dessinés. La Russie, en tant que superpuissance militaro-énergétique, montre maintenant qu'elle est potentiellement capable de renvoyer une grande partie de l'Occident industrialisé à l'âge de pierre.
Les élites occidentales sont tout simplement impuissantes. Si seulement elles pouvaient emprunter un couloir de train à grande vitesse eurasien, elles pourraient apprendre des choses. Et il y avait celui-là, Glaziev, donc comme il est paru aujourd'hui et que c'était en russe, on l'a traduit du coup, et lu du coup. Et principalement, ce sujet, la Russie est en guerre pour préserver l'humanité, c'est un peu le centre de sa réflexion. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle ça le conduit. Ah, notamment, j'ai remarqué, il a parlé de fiscalité progressive. Et c'était la même chose que ce qu'on avait vu chez Michael Hudson. Il avait parlé lui aussi dans cet article de Pepe Escobar, quand il avait fait, on l'avait vu ensemble, hein, de ça. Parmi les propositions de Hudson pour un programme contre-rentier, il y avait propriété publique, on avait tout détaillé, nous. Infrastructure de base essentielle aux mains du public, contrôle des capitaux, nanana, taxe sur les revenus non gagnés et l'impôt progressif. C'est marrant, hein? Hudson parle de ça et Glaziev parle de ça. Ici. On va le voir là-bas. L'utilisation de l'argent comme d'un outil, d'où une fiscalité progressive et des mesures concrètes de justice sociale. Il décrit vraiment son système comme étant un... peut-être pas ça, voilà, sociale conservatrice. C'est extrêmement pertinent. Évidemment, trop conservateur pour nous, mais très social. Pour nous qui avons déjà envisagé d'autres systèmes. Mais bon, hein, soyons tranquilles, soyons patients. Ici, alors j'ai noté deux trois trucs parce que, hormis les passages qui sont en gras dans cet article, qui sont très intéressants, je pense pas qu'on va tous les faire. En fait, il parle de la façon dont la mentalité occidentale est partie en vrille. Là, notamment, c'est là où il parle de ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a une résonance dangereuse, une fois par siècle, comme il l'avait dit dans un article précédent il y a 2 mois de ça. Lorsque nous sommes confrontés simultanément à une révolution technologique, une révolution socio-économique, une révolution sociopolitique. Dans ce processus, non seulement la technologie change, mais aussi l'état d'esprit, l'idéologie change. C'est un processus qui malheureusement se produit toujours à travers des guerres mondiales. Et comme à chaque fois, l'élite dirigeante de l'ancien système ne veut pas renoncer à son hégémonie et tente de toutes ses forces de la conserver jusqu'au déclenchement de la guerre mondiale. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Là, il parle du système de planification centrale stratégique avec la concurrence qui s'est développé en Inde. Donc un système relativement hybride entre socialisme et libéralisme. Il explique aussi que dans cette nouvelle guerre mondiale, le terrain, ou disons le champ de bataille en fait, c'est l'idéologie. Contrairement au siècle dernier, la guerre actuelle est une guerre avant tout pour la domination de l'esprit du public, l'esprit public. Et le front principal est le front de l'information et de la connaissance. Et ici, ce qui est vendu en fait, c'est que la particularité du nouvel ordre économique mondial, le nouveau nouvel ordre mondial, et que l'État leader ne cherche pas à imposer son modèle à tous les autres pays. La souveraineté économique mondiale est restaurée dans le nouvel ordre mondial tel que lui il l'appelle, parce qu'il faut se rappeler que il appelle pas ça, enfin il donne pas ce nom à une chose absurde que nous on connaît sous ce terme, mais il donne ce nom au vrai nouvel ordre mondial actuel. Donc il parle du fait de restaurer la souveraineté économique et donc de facto avec restaurer des valeurs morales. Donc voilà, un peu de pub, état humain, juste, intellectuel, responsable. Et donc idéologiquement, c'est ce qu'on appelle un état socialiste. Tu vois, la forme dominante de la propriété privée est, selon notre conception, l'entreprise du peuple.
une entreprise dans laquelle les travailleurs sont aussi les propriétaires. Ça, quand même, ça devrait intéresser beaucoup de monde. On en parle beaucoup de ça dans les systèmes alternatifs. C'est vraiment ce qu'au niveau de la société, les gens veulent et c'est ce que les gens font. Et quand ils le font, ça marche. Et c'est au détriment du système capitaliste. Donc ça existe aussi bien en France et dans tous les pays qui s'organisent. Dès qu'une société fait faillite, en fait, les travailleurs s'organisent pour reprendre son activité sans le patron et donc en partageant la propriété des moyens de production. Et ben ça, c'est ce qui est généralisé. Il explique en général que de toute façon, lui, c'est pas que lui, c'est tout le fondement scientifique et toute son institution, en fait, tous les gens avec qui il travaille et qui arrivent à ces conclusions. Il explique aussi que donc c'est l'idée d'un socialisme et d'un nationalisme combiné. Il y a un certain nombre de nuances entre les pays, entre la Chine, l'Inde et la Russie, sur la conception du nationalisme et de la portée du socialisme, ses motivations, etc. Mais bon, dans les grandes lignes, ça reste la même chose. Par exemple, il expliquait qu'en Russie communiste, le but c'était d'exporter le principe au monde entier, et en Chine, c'est pas du tout le cas, par exemple. Et en Chine, notamment, bah, ils ne revendiquent pas l'exclusivité nationale, mais surtout, ce qui les intéresse le plus, c'est le bien-être dans le pays. Ah oui, et donc là, la partie vraiment importante sur les cyborgs, sur le système occidental, il l'appelle post-humaniste. Une espèce de camp de concentration électronique. Ça, c'est l'idéologie du nouvel ordre mondial, le nôtre. Enfin, c'est la troisième variante, alors il faut suivre, hein, de cette idéologie du nouvel ordre mondial. La troisième variante, c'est celle qui est occidentale, donc idéologiquement nazi, c'est nous, pas sympa. Le racisme a dominé l'Empire britannique au 19e siècle, le nazisme a pendant longtemps suivi son cours, et maintenant il y a des gens qui sont les adopteurs de cette forme misanthropique qui lui insuffle un contenu de post-humanisme. Donc, comme je disais, un camp de concentration électronique. Cette expression est souvent revenue pour différents analystes, où chacun doit marcher en formation, obéir aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres analogues du gouvernement mondial, etc. C'est une idée de la transition vers une condition post-humaniste, alors post-humaine, où les gens sont considérés comme des instruments de la manipulation, plus précisément un objet de la manipulation, c'est-à-dire comme des objets ou comme des biens en fait. Et l'idéologie se construit pour atomiser la société, c'est-à-dire détruire les liens entre les gens. Car le seul lien dont on a besoin qu'ils gardent, c'est celui avec leur hiérarchie. Donc le principal vecteur idéologique en Occident donc, est la privation des personnes de toute identité collective, identité nationale, etc. Et en général même l'identité humaine. Donc il appelle ça une inhumanisation, donc j'aurais dit déshumanisation, mais là c'est une inhumanisation. Et cette phrase est extrêmement importante, c'est qu'ils imposent leur modèle, donc que ce soit éventuellement via une intelligence artificielle, ça reste encore supposé, mais le principal c'est qu'ils imposent leur modèle de comportement à cette post-humanité et font en sorte que les gens se comportent de la manière dont le contrôle oligarchique artificiel mondial a besoin. Cette phrase est super puissante et tu vas voir la suite, c'est encore plus percutant. Dans le même temps, nous assistons au raffinement des techniques qui permettent de mettre cette société post-humaine dans n'importe quelle condition. Donc ça, c'est du conditionnement, jusqu'à et y compris l'autodestruction collective. Et je suis sûr qu'il commence à injecter un vaccin avec une sorte de poison, et il y a déjà des mécanismes en place. La plupart vont s'accumuler et prendre le vaccin. C'est-à-dire qu'il a bien expliqué, alors moi je te l'ai fait en résumé, parce que cette phrase elle est phénoménale.
En résumé, cette post-humanité a besoin de modeler le comportement des humains selon leurs besoins, quitte à les pousser au suicide en acceptant de s'injecter un poison. C'est assez phénoménal, hein. Et c'est une description qui est pleine de vérité, il n'y a pas à dire. Je veux dire, en face de ça, lui, ce qu'il propose, c'est ce qu'il appelle la souveraineté économique mondiale, un état humain, ça on l'avait vu. Attends, où j'ai vu ça? Oui, bref, le fait de restaurer des valeurs morales. Ah oui, et voilà, le fait que les relations de travail soient dominées par la coopération et l'antagonisme entre le travail et le capital disparaît définitivement. La forme dominante de propriété privée est, selon notre conception, l'entreprise du peuple. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, une entreprise dans laquelle les travailleurs sont aussi propriétaires. Et ce qui est important, c'est que antagonisme entre travail et capital, et surtout la coopération. La coopération, ça je l'ai analysé il y a des années et des années en arrière, c'est le contraire, parce qu'on parle d'antagonisme, c'est le contraire de la concurrence. Et le fait que les gens, au lieu d'être en concurrence les uns contre les autres, et donc que leurs liens soient coupés, et qu'ils soient divisés les uns, atomisés comme il le disait, et qu'il n'est plus que le seul lien qui les relie à la société, ce soit des liens hiérarchiques qui viennent d'en haut, au lieu d'un système de concurrence, ils instaurent un système de coopération qui est fondé sur les liens entre les gens, donc la construction de liens et la maximisation des liens entre les gens. Outre les relations du travail, hein, plus les sociétés sont reliées, plus les gens sont reliés entre eux, plus la société est solide. Et ça, c'est extrêmement important, mais d'une importance plus que vitale dans la description d'une humanité et d'une civilisation, puisque c'est ça le mot clé de notre étude, c'est la civilisation. Ce qui fait une civilisation, ce sont les liens entre les gens. Et plus on crée de coopération, et plus on a une civilisation forte. Voilà, j'aurais pu finir là-dessus parce qu'il n'y a plus beaucoup de trucs en gras après. Hormis que le conflit était inévitable en raison de la russophobie génétique de l'élite dirigeante américano-anglaise. Génétique dans le sens où c'est comme ça qu'ils sont formés en fait, hein. C'est surtout une sorte d'endoctrinement et c'est même plus profond que ça encore. Leur but c'était de fragmenter, détruire, diviser pour régner, aussi bien l'Iran que la Chine, la Russie, etc. Ils voulaient encercler la Chine en l'isolant du reste du monde, comme ils le font avec tout le monde, de façon à maintenir leur domination et leur hégémonie. C'était un projet absolument utopique et ils l'ont finalement perdu. Maintenant je parle au passé parce que nous sommes des historiens et nous voyons comment les choses n'ont pu que se produire. En fait, en termes de perspectives futures de guerre hybride, c'était un atout. On parle de ces fameuses sanctions, car leur principal avantage était la question de la monnaie mondiale. Et tout d'un coup, on s'en est rendu compte. Et puis, ils ont joué leur atout, celui des sanctions et de leur monnaie mondiale. Et ils n'ont plus de monnaie mondiale. Car plus personne ne leur fait confiance, ni sur le plan politique, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan économique. Et donc une fuite massive du dollar a commencé. Et le basculement du monde sur son axe a commencé. Et eux, pour être un leader dans ce partenariat en particulier, ces relations entre ces pays eurasiens, qui n'est pas une périphérie, mais des cercles concentriques, on a vu, nous nous devons d'assurer un rythme de développement économique avancé, et cela nécessite une idéologie de la cause commune et du bien commun. Et voilà comment il va faire avancer ça. Glasiev, c'est quand même le concepteur du nouveau système économique, hein. On parle bien d'une personne qui a changé l'histoire. Donc il conclut, je conclurai brièvement, cette idéologie doit absorber les acquis du socialisme. L'idée du socialisme doit être présente.
Il ne peut y avoir de nouvel ordre sans elle, et elle est déjà en place. Le socialisme doit revenir comme idéologie dominante, le cœur du système économique mondial en Asie du Sud-Est. Et quant aux valeurs éthiques, le nouvel ordre technologique défie l'humanité dans le sens où une transition vers un état post-humanoïde est technologiquement impossible. L'émergence des cyborgs, la manipulation mentale, l'intelligence artificielle, tout ça, ce sont tous des signes de transition vers une civilisation post-humaine. Et si nous perdons nos normes éthiques traditionnelles, si nous permettons ce nouveau paradigme mondial oligarchique de dominer, rien de bon ne peut venir. Et dans ce cas, c'est l'humanité qui est finie. C'est pour ça que dans cette ligne de front de cette guerre hybride, nous pouvons vraiment considérer que la guerre avec l'Occident est pour le destin de l'humanité. Et l'Occident d'aujourd'hui n'a aucune image de l'avenir, aucune vision de l'avenir en fait. Déshumanisation, LGBT, destruction de la famille, fin de toute forme d'identité humaine. Voilà ce que c'est l'image de la mort. Ils n'ont pas de vision d'avenir. C'est pourquoi ils considèrent qu'il s'agit vraiment d'une guerre pour préserver l'humanité. Et c'est ainsi donc qu'ils qualifient cette idéologie de synthèse sociale conservatrice. Combinaison des valeurs morales traditionnelles avec les exigences de la justice sociale, d'un État-providence et d'un État en développement. Et pour conclure, ce que j'ai à dire, moi, c'est que, je ne sais pas si je vais m'étendre là-dessus, je ne vais pas en parler très longtemps. Je vais en parler très rapidement, ou même juste presque pas. Mais concernant le destin de l'humanité, il ne croit pas si bien dire. Puisque ce qui motive c'est pas les occidentaux, c'est pas les citoyens. Ils sont gentils, eux, ils font rien, ils sont manipulés de A à Z. Ce sont les dirigeants, les élites. C'est une poignée de personnes. C'est même pas des 0,1%. C'est 0,001%. C'est genre 18 personnes au total, au maximum, qui sont suppléées par une quarantaine de personnes, qui sont suppléées par quelques centaines de personnes, et qui ont des milliers d'employés qui sont extrêmement bien formés pour les servir au maximum possible. Suite à quoi, il y a toute une oligarchie. Enfin voilà, quand je dis la première centaine d'employés, c'est la troisième couche du réseau, c'est les oligarchies. Et donc la quatrième couche, ce sont tous ceux qui sont dans les grosses entreprises et qui sont employés, etc. La cinquième couche, ceux qui sont payés par eux. Au final, ça représente presque 75, enfin plus de 50% de la population mondiale qui travaille finalement pour ces 16 personnes. Et donc ces gens qui sont des fous alliés, eux, leur premier et leur deuxième cercle et le troisième cercle un peu, quand même, ce sont eux, et ils sont pas beaucoup, hein, c'est maximum 1000 personnes en tout. Ce sont eux qui mettent le monde en péril parce qu'ils sont fous alliés et qu'ils embarquent l'humanité dans une impasse totale. Bon, leur but est de forger un gouvernement mondial pour obtenir une légitimité, pour pouvoir opérer des transactions, et autant l'avouer tout de suite. Des transactions qui vont créer une dépendance à des technologies aliens et engendrer une soumission. Et la question centrale, c'est la perte d'autodétermination à l'échelle planétaire. Et c'est ça, hein, vers quoi ça nous mène. Et c'est pas... oh, c'est marrant, c'est vrai que c'est marrant aussi quand même, d'appeler ce qui se passe. Moi je le fais souvent en fait, plutôt en rigolant. Enfin, d'appeler ce qui se passe une invasion alien. Un colonialisme, c'est une invasion alien en fait, hein. Et l'opération occidentale telle qu'elle se produit, le fait que les politiciens se comportent comme ils le font, c'est typique et parfaitement caractéristique et très très compréhensible sous le terme de invasion alien. Et donc quand il dit le but c'est le destin de l'humanité, c'est-à-dire sauver l'autodétermination des peuples, des gens et des pays, c'est aussi
au final sauver l'autodétermination de la planète à part entière. Et ça, on n'en a pas encore conscience aujourd'hui parce que c'est pas du tout dans le scope. Mais c'est pas parce que c'est pas dans le scope que c'est pas la réalité. Merci, à bientôt.